Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, une grande ville de France battant pavillon écolo, voilà qui suscite des convoitises. À 2 ans des municipales, certains se positionnent et décochent les premières flèches. D'autres attendent en embuscade ou jouent les indifférents. Mais en coulisses, tous les camps recensent les alliés potentiels et fourbissent des batteries d'arguments. Les sortants, traditionnellement cibles de toutes les attaques, se préparent à des combats acharnés. Alors à Grenoble, sur quel bilan pourra s'appuyer la municipalité d'Éric Piolle? On fait un premier point avec le maire de Grenoble. Éric Piolle, les municipales sont dans toutes les têtes, y compris la vôtre. Non, nous sommes au travail, c'est normal, notre calendrier n'est pas le même, il y a une sorte de fièvre effectivement électorale qui s'empare d'un grand nombre de personnes, mais effectivement notre calendrier, nous, c'est de continuer à faire avancer les changements que nous avons impulsés au quotidien, avec un engagement qui est total. Et puis, ce qui change aussi, c'est que quand on est maire, quand on est aux responsabilités, la campagne, en fait, c'est tous les jours. Parce que c'est tous les jours qu'on rencontre des habitants, des acteurs économiques, associatifs, et que petit à petit se forge la ville avec les politiques publiques qu'on impulse. Bon, vous voyez quand même, vous constatez les mouvements de troupes un petit peu autour de vous. Oui, je les constate, mais bon, je les laisse faire. Je les laisse faire. Bon, alors vous ne me direz pas si vous serez candidat. C'est pas le calendrier, c'est pas le calendrier, effectivement. Certains disent que peut-être vous pourriez être tenté d'arrêter. C'est pas le calendrier, donc je vais pas vous répondre là-dessus. Mon engagement, il est de transformer la ville sur le long terme. C'est le sens des changements que nous avons impulsés, des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et qui sont bonnes pour le long terme. Des décisions parfois difficiles à prendre, des responsabilités assumées, un collectif clair, ouvert, une maison commune qui s'est construite et une maison commune toujours ouverte, toujours à construire, en permanent chantier. Et chaque jour, un bilan à défendre. Le bilan, on ne le défend pas. Le bilan, c'est juste une trace, un jalon de ce qui se transforme. Des décisions qui sont visibles tout de suite, d'autres dont tout le monde sent qu'elles seront visibles plus tard. C'est ça l'action d'une municipalité, d'une mairie au quotidien. Nous sommes dans l'après-COP21. Personne ne connaît vraiment les contours du modèle qui émerge. On sait que le modèle derrière nous est en train de s'effondrer. Il s'effondre dans des soubresauts parfois violents. Nous voyons dans ce modèle qui s'effondre la poussée néolibérale et la poussée de repli sur soi. Et il nous faut poser les briques du modèle qui vient, garantir des sécurités en matière de santé, de logement, de transport, de mobilité, d'éducation. C'est cela notre travail au quotidien pour asseoir en fait la capacité à chacun à prendre sa vie en main. Cette transition, c'est effectivement celle que vous aviez déjà défendue lors de des élections municipales de 2014. On va voir si cette transition, elle est en route. Du coup, sans préfigurer les élections municipales de 2020, les prochaines, quand même un point d'étape sur vos alliés. Comment ça se passe avec le parti de gauche? Certains disent que les relations sont tendues. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui pour dire cela. Nous sommes la seule ville de France à avoir un seul groupe dans la majorité. Et c'est juste le fruit d'un projet commun, d'un projet qui est mis en œuvre, mis en acte. Ça trouble effectivement beaucoup de monde qui nous dit pourquoi est-ce que vous faites ça? Effectivement, vous l'aviez dit, mais effectivement, c'est pas notre choix. Nous avons fait des choix clairs, nous les avions annoncés, nous les mettons en acte en nous adaptant en permanence à la réalité. Et l'Alliance tient toujours. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui tous dans un seul groupe. Et en fait, la difficulté que ça nous pose, c'est pas des difficultés internes, le dialogue est excellent, c'est plutôt une difficulté pédagogique ou d'échange à l'extérieur, parce que quand le débat est fait collectivement, quand on sort de ces débats-là, finalement, on arrive avec une position commune qui est déjà très soudée. Et du coup, je sais que nous avons une difficulté. Parfois, ça peut faire des heurts comme ça, parce que nous avons une réflexion qui a déjà été poussée. Et finalement, quand il y a plusieurs groupes dans la majorité, ce qui était la constellation à 6 ou 7 groupes d'avant, et ce qui est le cas dans toutes les villes où chacun, finalement, c'est des coalitions de partis, c'est pas un projet commun, donc chacun reprend ses petits, fait qu'on entend cette stéréo.
Nous, on entend un peu moins la stéréo, et parfois on nous le reproche, on nous dit vous êtes monolithique. Non, c'est juste qu'on fait ce travail de dialogue en amont. Le débat peut avoir lieu en amont, avant. Bien sûr, voilà. Il nous faut trouver les moyens. Il est parfois agité. Il est toujours agité, mais jamais sur des lignes de rupture. Ni sur des lignes de rupture, ni sur des lignes qui sont des lignes partisanes. C'est une contribution de chacun. On a dépassé très largement les clivages partisans, les étiquettes partisanes. Nous n'avons pas de drapeau. Nous n'avions pas pendant la campagne, nous n'avons pas depuis. Benoît Hamon, l'ex-socialiste, est ce week-end à Grenoble pour la première convention de son mouvement Génération. Il a l'ambition de régénérer la gauche par l'écologie. Benoît Hamon, il est l'avenir de la gauche ? Il fait partie d'une constellation. Aujourd'hui, il y a dans ce qui est un espace politique que nous avons su cristalliser à Grenoble en 2014, qui laisse la porte grande ouverte à tous ceux pour qui gauche et droite, en fait, la dimension partisane ne veut plus dire grand-chose. Tous ceux qui ont des convictions de gauche affirmées, des conditions d'engagement citoyen, des convictions écologistes. Nous avons là un espace qui, s'il sort d'une logique de contre-pouvoir et s'il sort d'une logique boutiquière de propriétaires ou de syndicats d'élus qu'avait le Parti socialiste, finalement est capable de proposer un projet très très ouvert et qui entraîne beaucoup de monde, qui donne du souffle. Le travail à faire en ce moment, c'est que chacun se reconnaisse faisant partie de cet espace pour qu'il puisse se cristalliser. La difficulté aujourd'hui, c'est que le bipartisme s'est effondré en produisant un dernier avatar, Emmanuel Macron, avec une ligne vraiment néolibérale sécuritaire, un peu à la Reagan. Il a bouleversé l'échiquier politique. Il a bouleversé l'échiquier politique, mais en étant finalement la dernière production de ce bipartisme. Une logique de repli sur soi très affirmée à droite et à l'extrême droite. Et de l'autre côté, une difficulté à cristalliser un espace politique qui est là, qui passe par une société civile très engagée, avec des acteurs économiques qui ont envie de changer les choses, avec beaucoup d'engagement, une difficulté à le cristalliser. Et sans Europe Écologie Les Verts, vous n'évoquez pas la disparition de ce parti auquel vous appartenez encore, moi, je pense qui fait pchit finalement. Je pense que les mouvements politiques ont encore un sens. Ils ont encore un sens si ils assurent des fonctions de formation et des fonctions de renouvellement pour aller chercher des gens à l'extérieur qui n'avaient pas prévu de faire de la politique, une permanence aussi des valeurs, un travail sur les valeurs, une dimension logistique, et surtout s'ils arrivent à se mettre au moment des élections au service d'un projet qui les dépasse, en ne regardant pas juste leur programme, mais en regardant le projet de société qui les dépasse. Et donc, je pense que la place des partis est encore pertinente s'ils savent se mettre en retrait ou se mettre au service d'un projet. C'est ce que j'entends, faire programme commun avec des alliés. Ça a été vrai en 2014 à Grenoble. Nous avons fait le projet et le soutien des formations politiques est venu après. Ça peut être vrai également à une autre échelle. Benoît Hamon, je reviens à lui, il a dit il y a une lumière à Grenoble qui nous intéresse. Est-ce que ça veut dire que les amonistes, pour les appeler comme ça, sont des alliés potentiels pour d'éventuelles municipales en 2020 ? De mon point de vue, ils sont tout à fait légitimes pour participer à la construction de la maison commune qui sera construite en 2020. C'est l'espace politique naturel, on va dire. C'est des alliés naturels. C'est pas une question d'alliés, en fait. On n'est pas dans des alliances. Il y a une maison commune à construire. Nous en avons construit un projet en 2014 qui a obtenu le soutien de formation politique. Et il y a une maison commune aussi, et qui peut être très large. Cette maison commune, elle peut aller jusqu'aux amonistes d'un côté et aux mélenchonistes de l'autre ? Tous les gens qui ont envie, c'est le rassemblement, c'est un rassemblement citoyen de gauche écologiste. C'est tous les gens qui ont envie de constituer une maison, un projet commun, qui disent bon voilà, on a des héritages différents, on a des cultures différentes, mais en fait quand on regarde l'avenir, on voit un projet de société qui peut être commun, un imaginaire positif qui peut être commun, le cap on le porte, et en fait quand on regarde du coup ce qu'il y a à faire, nous arrivons à des consensus sur des projets concret pour les habitants en matière de logement, d'éducation, de mobilité, et de santé, d'alimentation. C'est ça, et avec un souci de cohérence. J'entends bien sur le plan local, j'ai bien compris. Sur le plan national, qu'est-ce que vous pensez du travail de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise depuis qu'il a un groupe important à l'Assemblée nationale ?
ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont très investis à l'Assemblée, je crois que tout le monde le dit. Après, ils sont 17 sur 577. Donc, la caractéristique de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est pas tant la place finalement des oppositions, c'est un groupe majoritaire qui est, malgré une assise électorale extrêmement faible, qui est très puissant et donc très légitime, et qui agit en godillot avec un exécutif extrêmement fort, et d'ailleurs une réforme de la Constitution qui vise à abaisser encore le pouvoir du Parlement pour renforcer le pouvoir de l'exécutif. C'est ce que l'on constate également. Ma question concernait la France Insoumise, et une France Insoumise du coup à 17 députés qui est obligée de faire un peu le buzz pour se faire entendre. Bon, je crois qu'il porte un discours qui est peut-être parfois virulent, mais qui pointe les errements du macronisme ou ses caractéristiques néolibérales et sécuritaires qui se traduisent dans la suppression de l'impôt sur la fortune, dans la casse du logement social, dans la suppression des contrats aidés et dans bien d'autres mesures, oui. Je reviens à Grenoble et au municipal de 2020. On parlait des mouvements de troupes qui commencent à poindre à l'horizon. Vous avez entendu sur ce plateau même Alain Carignon très implicitement dire qu'il pensait être candidat. Vous en pensez quoi? Alain Carignon, finalement, c'est le meilleur ennemi dont vous pouvez rêver. Il va diviser la droite. Moi, je ne regarde pas le paysage politique des autres. Alain Carignon, pour moi, il est disqualifié. Voilà. Il est disqualifié. Les députés ont retiré de leur projet de loi le fait de disqualifier dans la loi les gens qui ont été condamnés pour corruption. C'est une erreur de leur part. Ils peuvent encore corriger cette erreur. Il est disqualifié. Les méthodes, qui sont des méthodes façon Trump, qui sont utilisées, qui étaient déjà utilisées dans les années 80, on voit que c'est les mêmes qui sont répliquées, avec des coups bas, des pots de banane, avec des rumeurs, avec des attaques, des polémiques. C'est les mêmes, avec le même vernis devant, disqualifié. Alors pour ces municipales de 2020, un nouvel acteur risque fort aussi d'apparaître, c'est La République En Marche, bien décidée à asseoir une implantation locale dans plusieurs villes de France. La semaine dernière, j'ai demandé ici au sénateur En Marche, Didier Rambaud, s'il y aurait une liste En Marche à Grenoble. Probablement, sûrement. Voilà. Je veux dire, en plus, voilà, c'est... Le maire de Grenoble a parrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il est proche de Nicolas Hulot aussi. Il est aussi proche de Nicolas Hulot, voilà. Donc, voilà. Mais je pense que Grenoble sera regardé avec attention par d'autres mouvements. On dit que les députés Émilie Chalas, Olivier Véran seraient assez motivés par le poste de tête de liste. En tout cas, ils en ont la compétence, le dynamisme. Je crois qu'aujourd'hui, ils mènent un travail de parlementaire efficace. On connaît leurs compétences et leur capacité effectivement, à gérer une grande ville comme Grenoble, qui, je pense, en a besoin. Voilà, qui a besoin de tenir un certain rang économique. Qu'elle ne tient plus ? Je crois que oui. Je crois que Grenoble est une ville qui, sur le plan économique, régresse. Ça peut avoir un effet dommageable pour les territoires environnants, pour l'agglomération, pour les territoires périphériques. Je suis issu, moi, d'un territoire périphérique et j'ai envie d'être adossé à une agglomération et un chef-lieu fort. Grenoble a économiquement régressé sous votre mandat ? Je ne le crois pas. Je crois au contraire que nous posons le cadre pour que les acteurs économiques puissent agir sereinement, agir en connaissant le cap de l'après-COP21, comment ils peuvent contribuer eux aussi, ils ne sont pas hors sol. Et s'il y a eu un choc à Grenoble, le choc c'est la crise de 2008 avec 10 000 suppressions d'emplois industriels entre 2008 et 2013, parce que Grenoble était très industriel, donc a beaucoup souffert de la crise de 2008. Depuis, le dynamisme est plutôt reparti. Et donc, ce territoire, il a toujours envie, il a toujours ses forces d'innovation, il a toujours ses forces de mélanger les différents horizons pour produire du neuf, d'innovation sociale, d'innovation démocratique, d'innovation technique. Et il y a là toutes les compétences pour avancer et pour se saisir des enjeux de demain. C'est ça, se saisir des défis de demain. C'est ça qui avait peut-être été un peu oublié. Cette fameuse transition. On vivait un peu sur le passé. La République En Marche, bien décidée à tenter de conquérir Grenoble, vous en pensez quoi ?
Oui, ça me semble effectivement assez limpide. Vous l'entendez? Oui, je l'entends. Voilà, je les vois grenouiller, ils sont nombreux. On sait que le nombre de circonscriptions normalement devrait être réduit quasiment de moitié. Donc ça crée des appétits. On voit que les appétits politiciens sont là. Olivier Véran a d'abord sécurisé, alors que le mouvement d'Emmanuel Macron était déjà lancé. Il a préféré rester au PS, sécuriser son investiture PS pour bifurquer au dernier moment. Donc on voit bien qu'effectivement la logique, on va dire, politicienne de postes et de cumul de mandats, d'ailleurs dans ce cas-là, elle existe. Donc voilà, on les laisse vivre et s'organiser comme ils le souhaitent. Allez, candidat ou pas, en tout cas, vous multipliez les coups de force, Éric Piolle, ces derniers temps, notamment sur la votation citoyenne. Finalement, est-ce que vous avez saisi le Conseil d'État, ça y est, ou pas encore? Nous avons fait appel pour l'instant. Et vous êtes prêt à aller jusqu'au Conseil d'État? Oui, parce que là, il y a de la part du gouvernement qui a poursuivi l'attaque au tribunal sur ce dispositif, une négation finalement de l'innovation démocratique. On dit, tiens, évidemment, le taux de participation est tombé à 50%, voire moins, aux législatives, mais finalement, est-ce que c'est un souci pour Emmanuel Macron? Non. Lui, il survit dans un monde divisé. Moins il y a de votants, finalement, plus il apparaît comme le seul recours pour tenir encore le modèle qui s'écroule debout, le plus longtemps possible. Donc, effectivement, avoir un dispositif qui s'appuie, qui a été construit par des centaines de citoyens, qui a été pensé par des centaines de citoyens, qui s'appuie sur une participation dès 16 ans pour donner le goût de la démocratie, et qui s'appuie sur une participation de tous les habitants, et pas que des Français inscrits sur les listes électorales, c'est quelque chose qui ne rentrent pas dans leur schéma. Je crois qu'il faut innover. Dubedou avait innové ici en faisant des associations d'immigrés à l'époque où c'était interdit. Il faut le rappeler, ça a été interdit jusqu'à l'élection de François Mitterrand et ça a été rendu possible uniquement après l'élection de François Mitterrand. Nous devons continuer à innover. Je crois que le gouvernement se plante. Nous avons eu une visite du Sénat qui venait voir comment ça se passait ici parce qu'il cherche à voir comment renouveler la démocratie. Je suis invité au Conseil économique et social et environnemental. Nous sommes invités par l'Observatoire international de la démocratie participative. Et dans le même temps, on nous dit non, là en fait c'est interdit. Les innovations démocratiques, c'est interdit, c'est pas possible. Alors pour ceux qui auraient loupé cet épisode, on rappelle que le dispositif de votation citoyenne qui avait été mis en place à Grenoble a été retoqué par le tribunal administratif qui avait été saisi par le préfet et que la justice a estimé effectivement que ça n'était pas au maire de Grenoble d'aller au-delà de la Constitution en donnant le droit de vote à des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Voilà, pour faire... On les consulte, puisque derrière on reprenait ce que nous avions dit justement pour jongler avec la loi là et pour se mettre à la marge mais pouvoir faire cette innovation d'un point de vue légal et que ça rentre dans le dispositif légal, c'était que nous consultions et nous reprenions à notre compte le résultat de la démocratie et de cette consultation. Un peu comme si finalement vous disiez que dans une réunion publique, non, il ne faut pas, si vous écoutez l'avis des gens qui sont là, ça ne va pas, il faut décider tout seul dans votre bureau. C'est une conception certes très macronienne du pouvoir, qui n'est pas la mienne. Vous revendiquez le droit de tester la formule. Ouais. Vous dites que le législateur doit impérativement revenir et permettre les tests de façon à ce que l'innovation se fasse sur cette question de la démocratie participative. Oui, tout à fait. Je crois que nous avons la matière. C'est ce que nous avons fait avec les budgets participatifs. Nous étions parmi les premiers en 2014. Maintenant, c'est un dispositif qui s'est propagé. On pourrait nous dire aussi d'ailleurs, tiens, non, là finalement vous laissez les citoyens choisir ce qu'ils veulent, les projets. On a plus de 30 projets qui sont sortis depuis le début de ce dispositif de budget participatif. On pourrait dire non, c'est uniquement une décision politique ou des services techniques. On ne peut pas avoir des habitants qui proposent de transformer leur ville. Je crois que c'est une erreur majeure. Là-dessus, il faut une évolution constitutionnelle. Il fallait... Non, même pas. Le dispositif, nous avions travaillé avec des juristes, donc c'est possible. C'est vraiment un choix d'attaquer cette expérimentation qui va de pair, je crois, avec une recentralisation massive que l'on voit dans tous les domaines. La dernière étape de cette participation citoyenne, de cette interpellation et votation citoyenne, c'est le vote par les électeurs, donc, inscrits sur les listes électorales et de plus de 16 ans, français ou étrangers, on est d'accord, c'est ça qui a été retoqué. Et il y a ce fameux seuil des 20 000 pour imposer une décision au conseil municipal. Ici même, Pascal Clouer, votre adjoint à la démocratie participative, disait ce seuil des 20 000, peut-être qu'il faut le revoir, il est trop haut, il est peut-être un peu répulsif.
Peut-être, il faut le revoir. Le principe, c'était finalement d'avoir un droit de veto, parce que vous élisez une équipe, vous élisez un style, vous élisez une incarnation, vous élisez un projet. Mais peut-être que dans ce projet, il y a une décision sur laquelle, non, on a été élu par 20 000 personnes, mais en fait, il y en a plus qui pensent autrement. Et donc c'était ça le principe. Donc nous revenons. C'est un seuil qui était inatteignable. Donc on disait finalement... qui était totalement atteignable. Le corps électoral étant de 128 000. Mais par contre, nous revoyons, comme nous avons revu là nos conseils citoyens indépendants, la démocratie est un chantier permanent puisque nous expérimentons. Donc nous regardons ce qui marche et on s'adapte. Voilà. Oui, les conseils citoyens indépendants, ça n'a pas marché. Disons qu'ils ont travaillé beaucoup sur comment définir leurs règles de fonctionnement. Ça a permis quand même à des gens nouveaux de venir contribuer. Pas tant que ça. Si, ça a permis vraiment à des gens effectivement nouveaux qui n'avaient pas forcément envie de s'insérer dans une association dont les dirigeants sont déjà élus. Ça a permis aussi peut-être d'avoir une logique de parité qui est intéressante, de non-cumul dans le temps qui peut être intéressante. Mais il y avait des difficultés de fonctionnement, donc on revoit le dispositif et puis on l'adapte. Voilà, c'est comme ça. Il faut inventer. On ne dit pas qu'on a la solution toute faite, notamment en matière de démocratie. Alors ces pétitions, elles ont fonctionné, oui, on va dire fonctionné pour la question du stationnement, pour la question des bibliothèques municipales, et puis plus récemment, d'autres riverains ont signé des pétitions, plus de 2000 signatures pour les riverains de la galerie de l'Arlequin, le 10-20 de la galerie de l'Arlequin, un bâtiment qui est destiné à être rasé dans le cadre d'un programme uniquement le 20. De rénovation urbaine, le 20. D'ailleurs, les représentants de ces habitants sont intervenus récemment au conseil municipal. Ils vous reprochent de ne pas avoir co-construit ce projet comme vous vous étiez engagé à le faire dans la campagne municipale. Nous l'avons fait. Le projet, d'abord, il faut revenir à l'objectif. L'objectif du projet de rénovation urbaine sur les deux Villeneuve, Villeneuve de Grenoble, Villeneuve des Chirolles, c'est de transformer en fait ces quartiers, de leur ramener par une intervention lourde, notamment sur les espaces publics, sur le logement, sur les écoles, de la matière à se projeter en avant pour en faire finalement l'écoquartier, un écoquartier rénové. Et il y a des atouts pour ça, puisque nous sommes à Grenoble, il n'y a pas de banlieue, nous sommes en proximité immédiate du centre-ville, nous sommes au cœur de la métropole, au sein d'un des 3 grands parcs de Grenoble, avec des transports en commun, avec un service public très présent, avec une vie associative extrêmement riche. Et donc il y a des éléments de richesse, et finalement la question de la précarité des habitants est la question centrale. Le projet précédent, c'était un projet de démolition massive, et comment faire sortir les habitants du quartier. Donc il y avait des projets pour sortir les commerces, des réflexions pour sortir même le collège, et des démolitions massives extrêmement importantes, le 110, le 120, le 90, etc. Bon, le 50 qui a été fait dans le mandat précédent. Nous avons changé d'optique, nous, en arrivant, nous l'avions dit, parce que nous ne sommes pas pour une démolition par principe, ni contre d'ailleurs, par principe non plus, nous regardons ce qu'il faut. Or, avec toutes les qualités qu'a ce quartier, la rénovation nous semble la meilleure solution. Voilà. Après, nous avons exposé la négociation que nous avions avec l'ANRU. C'est quand même un programme de 380 millions d'euros, donc extrêmement important. L'ANRU, après, au printemps 2014, avoir dit, bon ok, les démolitions massives, c'était peut-être une erreur, finalement revient beaucoup avec cette pression. Et donc, ça frotte. Voilà. Et nous avons trouvé un point d'accord. Nous avions exprimé ce mandat. Donc on ne démolit pas tout, mais on démolit le 20. On démolit, 2%, là où il y avait 10 fois plus à peu près de démolition. Du coup, ceux qui habitent au 20 disent pourquoi le 20 et pas le 10. Ça reste un choc. Je crois que la réflexion finalement de cette pétition et du dialogue avec les citoyens, c'est de dire, même si nous avons dit quels étaient les éléments de la négociation, là où nous devions lâcher et finalement là où nous devions trouver un point d'accord pour permettre la réhabilitation notamment du logement privé, qui est assez dégradé. Et il faut une aide publique pour ce logement privé, pour conserver la mixité de logements à la Villeneuve. On voit que l'ANRU, quand même, sous le rouleau compresseur, notamment parce que le gouvernement a décidé de prendre l'argent uniquement d'Action Logement, donc finalement du patronat. Et donc le patronat dit, nous, on va au plus simple. Et en fait, pour notre gestion patrimoniale, la démolition, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ça qui fait bosser les grosses entreprises qui sont derrière. Et l'ANRU a cette vraie difficulté, nous le porterons d'ailleurs, d'écoute de ce qui se fait, parce qu'on ne peut rien faire sans les habitants. Vous n'êtes pas loin d'être d'accord avec les habitants quand même. Pardon ? Vous n'êtes pas loin d'être d'accord avec tous les habitants. Là, sur le processus, c'est sûr. Vous dites qu'on tord un peu le bras finalement.
C'est ce que j'ai exposé. Effectivement, nous avons trouvé un point de compromis avec une démolition sur le 20 qui a quand même du sens d'un point de vue urbain. C'est là qu'il y a un arrêt de tram. Nous sommes le plus proche du parc, donc ça fait une ouverture. Nous avions déjà prévu de déplacer le centre communal d'action sociale qui est au pied du bâtiment. Donc il y a matière à faire quelque chose d'intelligent dans cette négociation qui a été très dure et qui n'est pas finie puisque nous passons le 11 juillet au comité d'engagement de l'ANRU. L'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Je disais pas mal de coups d'éclat ces derniers temps, Éric Piolle. Alors il y a eu un coup d'éclat sur la politique migratoire. Ces derniers mois, à plusieurs reprises, vous êtes intervenu. D'abord au col des Échelles, on s'en souvient, puis récemment sur Twitter pour exiger la fin du délit de solidarité. Selon vous, ce texte est inadapté, il est absurde. Vous avez poussé la provocation jusqu'à dire si on applique ce texte, eh bien, il faut condamner Grenoble. Grenoble est hors la loi et on doit être condamné. Oui, et nous sommes nombreux dans ce cas-là. D'abord, le débat sur la politique migratoire, il est bien plus large que la question du délit de solidarité. C'est un regard sur la société, finalement. Le regard des murs, nous inscrivons depuis maintenant une trentaine d'années dans des termes du débat qui sont en fait les termes de l'extrême droite. Et donc, en cultivant ce populisme, on enferme et on voudrait construire des murs de plus en plus hauts. Pouvons-nous, pour nos enfants, pouvons-nous, pour nous-mêmes, espérer à l'avenir vivre dans un oasis qui serait béni, avec des grands murs et l'armée pour nous protéger du reste du monde ? Moi, ça heurte profondément mes convictions humanistes. Je crois que ça heurte les convictions humanistes d'énormément de gens. C'est ce que j'essaie de réveiller parce que je sais que les termes du débat public cultivent finalement ou le pire ou le meilleur de l'humanité. On a vu dans l'histoire que l'humanité peut aller très très loin dans l'abîme. Il nous faut faire attention à regarder l'avenir avec un regard optimiste, enthousiaste et ouvert. Le délit de solidarité... Attendez, je réagis sur ce que vous venez de dire quand même. Vous entendez le contre-argument, c'est de dire est-ce que la France peut accueillir tout le monde ? Mais c'est un débat qui s'inscrit déjà dans un débat d'extrême droite, celui-là. Rappelons-nous les objectifs de l'ONU. Rappelons-nous les objectifs du millénaire du développement que s'était fixé l'ONU. Si chaque pays donne 0,7% de son PIB pour le développement d'équipements un peu partout sur la planète, sur l'éducation des femmes, sur l'infrastructure, l'accès à l'eau, à l'énergie, eh bien, nous pouvions sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Nous pouvions sortir des centaines de personnes de l'exposition au changement climatique. Ce choix-là, il n'a pas été fait. La France a même réduit son aide au développement. Et maintenant, on dit, tiens, on n'a pas fait ce travail-là, mais par contre, on va dépenser ces sous pour faire un mur. Je crois que c'est une erreur fondamentale pour l'avenir. Et nous pouvons encore la corriger. Nous pouvons encore dire, effectivement, l'enjeu, c'est un enjeu planétaire de développement sur le développement climatique. Voilà. Le délit de solidarité là-dedans... Attendez, je reviens. Attendez. Le débat est intéressant. Vous qui êtes attaché, du coup, à la démocratie participative, à la vie de nos concitoyens, vous avez vu ce sondage, en cette fin de semaine, sondage Odoxa. 6 Français sur 10 estiment que la France accueille trop de migrants. 60%. Oui, et l'étape d'après sera quoi ? On dira, finalement, nous avons 8 millions de personnes en sous-emploi sur la France. Il faudrait renvoyer chez eux les fils d'immigrés de première génération, les fils et filles d'immigrés de génération. Qui, aujourd'hui, parmi nous, n'a pas un grand-parent né immigré ? Moi, j'ai rencontré encore très récemment des migrants italiens qui sont arrivés ici. J'ai une lettre encore la semaine dernière, à 10 ans. Qui ont travaillé ici d'ailleurs au noir à 10 ans, d'autres qui ont traversé la montagne exactement comme font les migrants aujourd'hui à 14 ans et qui sont venus. Ils ont fait la France, ces millions d'immigrés italiens, ces millions d'immigrés espagnols qui ont été accueillis après la guerre républicaine de 1936, les Arméniens qui sont arrivés ici après le génocide, les boat people, nous avons accueilli 130 000 boat people à l'époque, sans nous demander de savoir, c'était pourtant le premier choc pétrolier, c'était la pleine crise. On n'a pas dit, tiens, non. Je crois que nous faisons une erreur majeure. Alors, sur le délit de solidarité, précisément maintenant, le texte est inadapté et absurde. Il est absurde et nous avons agi également, d'abord parce qu'un grand nombre d'élus et de villes violent en pratique ce texte sur le délit de solidarité. Nous avions sorti une tribune avec Alain Juppé et Martine Aubry au mois de décembre sur ce qu'il y a à faire pour les migrants, qui sont pour toutes les collectivités des habitants, qui sont là, et nous les prenons en compte. Ils ont une contribution à amener, ils sont là. Ils ne sont pas renvoyés malgré les gesticulations des ministres de l'Intérieur successifs. Et
il y a là de l'indécence et un cynisme terrible à afficher pour certains ce qui serait une modification du délit de solidarité alors que les termes n'ont pas changé. Les contreparties directes ou indirectes, celles qui ont entraîné des condamnations parce qu'un migrant faisait la vaisselle chez la personne qui l'accueillait, qui ont entraîné des condamnations et les procès encore qui sont à venir sur les 3 de Briançon. Ce texte-là n'a pas changé sur le fond. Donc nous devons montrer l'absurdité de ce texte. En 1973, les médecins se déclaraient en disant « Condamnez-moi, je pratique l'avortement ». C'est ce qui a contribué aussi au droit à l'avortement parce que nous poussions finalement le gouvernement de l'époque en montrant l'absurdité du texte. La loi n'est jamais absurde en l'état, mais quand elle change, parfois la loi précédente peut paraître avoir un goût très très bizarre. Vous répondez là un peu au préfet de l'Isère qui dit attention, le maire en sa qualité d'officier de police judiciaire a un devoir d'exemple et il ne doit pas appeler à braver la loi. Vous dites la loi quand elle est mauvaise, il faut savoir lui dire non. C'est ça ? Bien sûr. Et l'a changé. Allez, on va revenir sur des dossiers très, très grenoblois. L'hypercentre, les commerces, la propreté, la sécurité. Vous entendez les critiques, les inquiétudes. Est-ce que vous les partagez ? J'entends les critiques, j'entends les inquiétudes surtout, et je partage ces inquiétudes. C'est bien pour cela que nous avons construit le projet avec la métropole, cœur de ville, cœur de métropole. C'est ce que nous portons d'ailleurs dans l'équilibre commercial métropolitain. Comment dynamiser un centre-ville qui était classé l'année dernière comme 4e centre-ville le plus dynamique de France par les fédérations de commerçants eux-mêmes. Mais nous savons que le commerce fléchit de façon générale, attaqué à la fois par les centres commerciaux de périphérie et évidemment attaqué massivement par Internet. Donc cœur de ville, cœur de métropole, c'est pas une la réponse. Cause, c'est la solution. C'est pour nous une brique de la solution, avec bien d'autres choses. Nous avons recruté un animateur de centre-ville pour faire cette animation commerciale qui est nécessaire. Nous avons mis en place des centres de distribution urbaine. Il y en a 2 qui se mettent en place pour faciliter aussi les livraisons et puis permettre de pouvoir développer pour nos commerces de centre-ville une offre Internet, parce qu'on a envie d'avoir le contact avec le commerçant. Parfois, on n'a pas le temps. Mais si on peut se faire livrer par le commerçant qu'on connaît, c'est plus sympa. On partage une communauté de vie. Et donc tout ce que nous mettons en place là, c'est effectivement dans l'amélioration aussi de la qualité du centre-ville, ce que nous faisons sur Victor Hugo, ce que nous faisons sur la place Grenette. Mais ces mutations, elles mettront du temps. Ça mettra du temps pour qu'on en voit les effets. Non, je crois qu'au bout d'un an, là, l'observatoire montre que, le taux de vacances n'a pas monté en flèche. Tout le monde craignait, et on ne sait jamais quand on met en place des changements, qu'est-ce qui va se passer. Donc l'inquiétude a été légitime. En fait, le nombre de magasins vides en centre-ville n'a pas monté. Il a même légèrement baissé, mais de façon, on va dire, anecdotique. On peut dire qu'il est stable. La fréquentation du centre-ville a légèrement monté, 3% pour les piétons. Les objectifs qui étaient finalement de hausse de fréquentation des parkings relais, ça s'est fait. Les parkings en immeuble, la fréquentation a également monté de 6-7%. Les lignes de bus qui perdaient 7 minutes entre Chavant et Victor Hugo ne les perdent plus, fréquentation augmentée de 6 à 7%. Bon, l'accès des piétons... Les commerçants qui râlent, il n'y a pas de raison, quoi. Ah si. Mais on a vu d'ailleurs, les premiers mois de l'année sont difficiles pour le commerce en France. Les intempéries notamment et le climat n'ont pas aidé. À Grenoble, on a même atteint le record de France de perte d'heures de soleil, vous vous en rappelez. Donc évidemment, l'inquiétude elle est toujours là, mais nous avons posé les briques entre la place Grenette, entre le réaménagement, l'élargissement du centre-ville pour le mettre à la dimension du cœur de chauffe d'une métropole de 700 000 habitants. Ça fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous mettons en place ce qui nous permettra d'avancer. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette mise en place, elle était annoncée par tous comme étant une catastrophe. Et c'est toujours difficile, la période des travaux. En plus, là, il y avait les travaux du chauffage qui ont coupé le boulevard 2 années de suite, hors des périodes de chauffe. En pratique, la catastrophe n'a pas eu lieu. Donc, on est plutôt armé pour aller de l'avant. Vous évoquiez la concurrence des grandes surfaces de périphérie. Le projet NERPIC, Grenoble y est opposé. Vous y êtes personnellement opposé, mais vous n'avez pas réussi à vous faire entendre à la métropole. Oui, je crois que c'est une occasion ratée pour la métropole d'avancer sur un projet métropolitain
C'est clairement de l'avis de tous, évidemment, un projet métropolitain. Il fallait prendre en compte la légitime envie de Saint-Martin-d'Air de développer un centre-ville, mais au lieu d'avoir un centre-ville privatisé et qui soit dans une logique de centres commerciaux qui sont quand même du passé, ce projet il a été lancé il y a une quinzaine d'années, nous pouvions trouver d'autres solutions. C'est un train qui est passé sous notre nez, il a été raté. Mais comment la ville-centre ne réussit pas à se faire entendre au sein de cette métropole ? Sur ce côté-là, ça fait mal au cœur. Voilà. Après, nous sommes entendus. Je suis très investi. On est la ville-centre est évidemment grande contributrice et première contributrice au sein de la métropole. Donc, mais la métropole soutiendra le projet. Elle soutiendra le projet. Et nous avançons sur la question des mobilités, sur la question des déchets, sur la question du logement, sur la question de la politique du commerce. On voit que nous avançons au sein de la métropole et que, évidemment, maire de Grenoble, je suis pleinement investi et je me considère co-responsable de ce qui se passe au niveau de la métropole. Et donc solidaire de ce que décidera la majorité. Après, il peut y avoir des divergences. Ces divergences, elles étaient connues au départ. Je crois qu'elles ébranlaient tout le monde au sein du Conseil métropolitain. Finalement, derrière, il y a eu des positionnements qui ont permis à la métropole d'approuver ce projet. Ce n'était pas forcément l'option retenue au départ. Et je crois que ça a ébranlé tout le monde. Même ceux qui l'ont fait, ils l'ont dit finalement en disant « Bon, c'est un coup parti, on ferme les yeux. Tant pis, on oublie l'avenir, on se dit que c'était avant. » C'est une lecture. Et puis, si moi je vous dis, par exemple, il a fallu, par exemple, épargner le partenaire communiste de la métropole, de la majorité métropolitaine. Est-ce que c'est pas ça finalement le deal ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'était plutôt une logique de respectons les projets communaux. Et en fait, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour offrir à Saint-Martin-d'Air la perspective d'avoir un projet qui ait de la gueule pour eux, qui ait du sens pour eux, et qui soit un projet métropolitain, alors que c'est évidemment un projet métropolitain. Sur ce projet, est-ce que la ville de Grenoble peut aller jusqu'à déposer un recours ? La ville de Grenoble, non, elle n'est pas légitime pour déposer un recours. Il y aura évidemment des recours, parce qu'il y a aussi la fragilité. Les recours locaux. Il y a de toute façon une fragilité au sein du Conseil métropolitain, ça a été exprimé puisqu'il y a eu des négociations auxquelles j'ai participé, moi, pour dire, voilà, si nous réduisons, là c'est 7%, nous mettons en place d'un coup 7% du nombre de magasins du centre-ville. 7%. On a un taux de vacances aujourd'hui à 8, il sera combien demain ? Donc moi j'ai participé à ces négociations pour dire voilà comment nous pouvons réduire très fortement le nombre de commerces, donc diversifier l'usage de ce centre-ville au lieu de le privatiser entièrement, comment nous pouvons aussi en profiter pour transférer des boutiques de Gabriel Péri et amorcer la refonte de l'avenue Gabriel Péri à Saint-Martin-d'Air, comment nous pouvons prendre en compte la question de la circulation, comment nous pouvons prendre en compte aussi la concurrence des parkings. On a été discuté. Le résultat de la négociation, finalement, c'est que le projet, il bouge pas, hein, soyons clairs. Donc, évidemment, il y a une déception là-dessus forte, mais le combat reste à venir. On va terminer, monsieur le maire, sur plus légèrement avec le programme estival de l'été, non sans avoir évoqué quand même la fête des Tuiles. Début juin, la 4e édition a connu un grand succès, 100 000 participants estimés. Mais cette fête, elle a été un peu ternie. Quelques jours auparavant, on annonçait l'ouverture d'une enquête préliminaire pour favoritisme durant 2 ans, 2015 et 2016. La ville de Grenoble aurait sous-traité l'organisation de la fête à une association sans faire de mise en concurrence. Il y a eu du favoritisme ? Il y a un débat technique, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de favoritisme, il y a un débat technique qui est légitime sur finalement quelle procédure de marché public suivre. La ville a choisi une procédure, la Chambre régionale des comptes considère que peut-être il fallait choisir l'autre procédure, il y a un débat technique et puis la ville se défend. Pour une mission artistique, il n'y a pas de mise en concurrence à faire. Oui, il y a concurrence, mais en termes de procédure, de fait, il y a eu des projets et ça suit une voie des marchés publics. Et il peut y en avoir d'autres, il y a un débat technique, il prospère. Bon, vous n'avez pas encore été entendu dans cette affaire ? Pas d'autres informations que celles de la presse, et puis je laisse ça de côté. Donc, de toute façon, moi, je suis le patron. Cette fête des Tuiles, c'est un grand succès, je crois, depuis 4 ans. Elle a des perspectives colossales. Les gens viennent en nombre, ils sont heureux. Ça correspond, je crois, à ce que nous voulions faire pour élargir l'image de Grenoble, l'ancrer à la fois dans son histoire de la journée des Tuiles, son histoire de la résistance, son histoire de ce dynamisme, cette effervescence. Et il y a matière. Il y a matière pour tout le monde à participer. C'est un beau succès depuis 4 ans et elle a une longue vie, je crois, et un bel avenir devant elle. Ouais.
Et pour les affaires judiciaires, on continuera à suivre ça. L'été à Grenoble, bon, l'été au parc est renouvelé, évidemment, c'est juillet, août, dans le parc Mistral, avec une centaine d'associations parties prenantes. C'est un grand succès, et évidemment, ça se poursuit. C'était une idée de Michel Destot. Tout à fait. Il a fait de belles choses. On va fêter cette année les 20 ans du cabaret frappé, qui a été lancé également d'ailleurs sous Michel Destot. Donc évidemment, il y a des jolies choses qui ont été faites. Nous avons transformé aussi petit à petit l'été au parc pour avoir plus de contributions d'associations, pour que ça leur serve aussi à la fois, évidemment, ils proposent des animations extraordinaires pour les petits et les grands, et à la fois, ça leur sert à se faire connaître. Donc tout cela, ce lien, cette couture urbaine que nous la travaillons aussi à travers ces événements, de même que le parc cabaret frappé, nous l'avons rendu gratuit pour un coût moindre pour la ville et je crois une qualité d'usage assez extraordinaire, puisque c'est un endroit maintenant où on vient écouter une programmation qui est extrêmement chouette et où on peut aussi venir boire un coup, participer dans un cadre qui est je crois, nettement amélioré par rapport à quand il y avait un chapiteau et qu'on était un peu morcelé, quand on disait est-ce qu'on va prendre l'apéro puis après on n'aura pas de place pour rentrer. Là, le succès là aussi du cabaret frappé est extrêmement fort depuis 2 ans. Du 16 au 21 juillet, ce sera le cabaret frappé. Et puis cette année, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, il y aura un grand pique-nique citoyen, ça c'est nouveau. C'est depuis notre arrivée. Nous faisons ce pique-nique citoyen. Il y avait auparavant, nous avons cassé le mur entre les élus et citoyens en réduisant les indemnités, en supprimant les jetons de présence, en arrêtant les voitures de fonction, en divisant par 3 le train de vie de la mairie. Et dans cette optique-là, le 14 juillet, nous avons divisé son coût par 5. Et nous avons supprimé la garden party, un peu les happy few qui se retrouvaient à la mairie sur invitation, pour un pique-nique citoyen qui correspond, je crois, à l'état d'esprit du 14 juillet et qui marche très fort là aussi chaque année. Donc c'est plutôt réjouissant. Moi j'adore voir tout ce monde qui vient pique-niquer avec cette année, vous le savez, les 130 ans des troupes de montagne. Nous sommes fiers aussi de ces troupes de montagne. 1888, nous étions là avec le général en chef de l'armée qui était à Grenoble pour ces 130 ans lors de la Saint-Bernard. Il y aura à nouveau un temps lors du 14 juillet autour des troupes de montagne. Le lien entre Grenoble et la montagne est naturel et historique, et il a beaucoup d'avenir devant lui. Bon, je reviens à ma question de départ. Vous allez dire que c'est une obsession, mais quand même, quand on vous écoute, on vous sent bien parti pour une nouvelle campagne en 2020. Je suis très investi, mais ça vous le savez, je suis contre le cumul des mandats, donc je me consacre à mon mandat pleinement. Je suis extrêmement engagé, je crois une certaine énergie, un certain enthousiasme, et vraiment en pensant que nous pouvons ensemble avancer et transformer la ville, que ce soit sur l'éducation. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'était notre priorité numéro 1. Nous construisons 5 écoles. C'est le seul endroit de la ville où nous augmentons les moyens, malgré les conditions financières. Vous voyez que vous faites le bilan. Et l'espace public qui, je crois, se transforme un peu partout. Donc il y a matière beaucoup à faire, oui. Éric Piolle, merci. Merci d'avoir été l'invité du dernier Récap Info de la saison. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet pour le bonus, le supplément. Passez un très bel été sur Télé Grenoble.